Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier et c'est la deuxième édition du Dialogue avec. Je vous remercie d'être fidèles à nous, de vous joindre à nous pour vivre ces moments que nous allons passer ensemble. Je vais aujourd'hui recevoir, comme vous avez vu dans les annonces, le révérend Eric Senga, que vous allez découvrir tout de suite. On va passer les moments ensemble pour l'écouter. Et je vais donc vous remercier encore une fois de vous joindre à nous à travers différents réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers aussi Twitter, à travers Facebook, à travers Instagram. Bienvenue encore et merci de votre fidélité. Nous allons passer des moments ensemble. Vous allez découvrir cette nouvelle façon de faire le dialogue avec. Et alors, je vous souhaite déjà une bonne soirée. Et si vous êtes déjà le soir et ceux qui nous suivent à travers d'autres réseaux, un bon après-midi peut-être ou aussi une bonne soirée. Alors, merci beaucoup, révérend Eric Senga, de vous joindre à nous. Bonsoir tout d'abord. Jean-Pierre. Ah oui, il y avait un problème de son là. Bonsoir, révérend Eric Senga. Bonsoir, Père Jean-Pierre. Bonsoir. Alors, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je sais que vous êtes porte-parole de l'Église du Christ au Congo. C'est peut-être insuffisant pour vous présenter. Si vous pouvez un peu dire un peu plus, vous parler un peu, si vous pouvez parler un peu plus de vous-même. Voilà, donc je suis en charge de la communication de l'Église en porte-parole, mais aussi secrétaire général en charge de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création dans l'Église protestante. C'est cette structure pour ces départements. Alors, je ne sais pas, il y a un problème de micro, peut-être, je ne vous entends pas très bien, si on peut arranger peut-être les problèmes de micro, on vous entend très bas. Ah, oui. Est-ce que maintenant ça va? Oui, là, ça va déjà un peu mieux, oui. Donc, je disais, en plus d'être dans la communication de l'Église comme porte-parole, j'assume les charges du secrétaire général de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création. C'est la commission qui s'occupe de toutes ces questions sociopolitiques, diplomatie de l'Église et des questions liées à l'environnement. Donc, voilà les charges. En même temps, je m'occupe aussi des questions spécifiques des plaidoyers et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de justice transitionnelle. Alors, on me signale que le son est très bas. Je ne sais pas si on peut encore approcher un peu le micro, puisque je viens de recevoir des notes que on vous attend vraiment très bas, que le micro serait un peu plus loin. Je crois que ça va vite s'arranger. Alors, voyons si on peut régler ce problème de son pour que les gens puissent vraiment bien vous écouter. Donc, révérend Eric Senga, qui est porte-parole de l'Église du Christ au Congo, et pas seulement, il a beaucoup d'autres, disons, responsabilités, comme il vient de le dire. Nous allons le recevoir aujourd'hui, mais si nous le recevons aujourd'hui, c'est puisque l'Église du Christ au Congo collabore avec la conférence nationale épiscopale du Congo, donc la SENCO, pour, disons, ensemble pour la mission d'observation d'élection, c'est déjà depuis plusieurs années. Alors, révérend Eric Senga, on sait que la MOE, donc la mission d'observation électorale de la conférence épiscopale nationale du Congo, donc les évêques catholiques, et aussi l'Église du Christ au Congo, depuis que les élections ont eu lieu, ont publié deux déclarations. La première, c'était porter la signature de Monseigneur Donatien Cholet et de vous-même comme porte-parole aussi de l'Église du Christ au Congo. Et la deuxième déclaration porte la signature du président de la SENCO et aussi du président de l'ECC, disons, Monseigneur Outembi Poula.
De la conférence épiscopale nationale, la conférence nationale épiscopale du Congo, donc les évêques catholiques, et de l'autre côté, aussi l'Église du Christ au Congo. Alors, dans cette déclaration, si je peux d'abord dire sommairement, vous essayez de donner le point de vue. La première déclaration, c'était un peu préliminaire, et puis alors, il y a eu cette déclaration signée par les présidents de deux institutions. Alors, vous essayez de reconnaître, de saluer, je m'excuse, de saluer les efforts qu'a fait la Commission électorale nationale indépendante, hein, et puis alors vous saluez aussi l'engagement disons, du peuple congolais pour participer à ces élections, mais en même temps, nous allons peut-être analyser un peu plus, vous avez essayé aussi de déplorer plusieurs choses. Alors, commençons d'abord par ces deux aspects. Qu'est-ce que vous allez d'abord nous dire de ces deux déclarations? Et puis alors, du fait qu'il y a des points positifs et des points négatifs pour commencer, révérend Eric Senga. Voilà, merci. Je pense que la leçon est bonne. Hein? Oui, leçon, ça va mieux maintenant. Voilà. Donc, la première déclaration consacrait la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale. Je voudrais peut-être préciser qu'à ce titre, nous avons beaucoup plus signé comme les responsables des missions d'observation électorale. Donc, j'ai représenté l'Église protestante et le collègue Monseigneur Donatien Cholet pour l'Église catholique. Alors, donc cette première déclaration préliminaire retraçait un peu les déroulements du processus électoral en ciblant la question du contexte dans lequel les processus se passent. Nous avions fait allusion essentiellement à toutes les difficultés qui ont accompagné ou qui ont déterminé les contextes dans lesquels le processus s'est passé. Le deuxième tableau faisait une analyse juridique. Comme vous le savez, le processus électoral obéit à un cadre juridique qui est un déterminant important sur l'appréciation de la crédibilité du processus. Et le troisième tableau analysait l'administration électorale, où il y a toutes les questions relatives au temps où les bureaux s'ouvrent, la méthodologie utilisée, l'outil utilisé, les comportements des agents de la CNI, la qualité de la logistique et toutes les difficultés. Après ces trois tableaux, nous avions relevé les faits observés, donc des constatations de nos observateurs. C'est là qu'on a parlé de quelques irrégularités. Il faut rallier cela à l'analyse du cadre juridique pour comprendre ce que sera finalement la conclusion de ce travail. Et donc, comme vous l'avez dit, Père, en conclusion, ici je voudrais souligner que lorsque nous faisons ce travail, il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est essentiellement consacré à l'analyse du processus électoral à partir des déterminants qui sont des indicateurs d'appréciation de la crédibilité du processus. Et le deuxième niveau, c'est l'appréciation de la cohérence des résultats. C'est souvent ce qu'on appelle les comptages parallèles des voix. Toutes les missions d'observation ne les font pas. Certaines arrivent à le faire. Donc voilà ce qu'a été l'essentiel de la déclaration. La deuxième, ce sera maintenant la déclaration conjointe des deux responsables de nos institutions. Là, nous quittons les terrains purement techniques. C'est une déclaration, comme je dirais, beaucoup plus politique, mais qui se base sur la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale conjointe ECC-CENCO. Et là aussi, les deux princes de l'Église, leurs excellences, Monseigneur Outembi et les pasteurs Bukundoa, ont fait remarquer justement les encouragements par rapport à la CENI, qui est l'organe de gestion des élections, les gouvernements. On a salué les efforts et la détermination du peuple congolais comme souverain primaire qui s'est montré très déterminé à aller élire ses responsables en dépit des difficultés qui ont émaillé le processus, notamment les temps de l'ouverture des bureaux. Il y a des gens qui arrivaient à 5 heures du matin
et qui ont pu voter à 18 h ou à 20 h. Il y a d'autres qui sont revenus à plusieurs fois devant le bureau parce qu'ils tenaient à voter. Donc, c'est comme ça qu'on a consacré ces remerciements. Mais aussi, les princes de l'Église ont salué la vigilance et la détermination du peuple, parce qu'il faut avouer qu'au-delà des faits observés par notre mission d'observation électorale de manière classique et de manière scientifique par les PVD, c'est la vigilance des citoyens congolais qui a mis à nu certains cas des fraudes, notamment les cas de détention illégale des machines à voter ou des dispositions électroniques des votes, et des cas où on constatait aussi les cas d'influence ou de monnayage, des cas de bourrage, donc bref, c'est la vigilance de la population, ce qui fait que... Alors, révérend Eric Senga, nous allons peut-être y arriver, mais revenons un peu à la première déclaration. Si je reviens à ça, c'est en lisant un peu les commentaires des gens. Il y avait un peu comme ça une sorte de ce qu'on peut appeler l'amphibologie des termes, donc des termes un peu ambigus. Par exemple, cette phrase dans la conclusion de votre rapport qui dit que la MOE, Senko SCC, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages à lui seul. Donc, ça, c'était dans le communiqué, votre communiqué du 28 décembre 2023, signé par Monseigneur Chollet et vous-même. Alors, on a vu tout d'un coup que ce soit le pouvoir ou les candidats ou les adeptes, je ne peux pas parler peut-être des adeptes, mais de ceux qui soutiennent le président sortant, et ceux qui soutenaient l'opposition se sont attribués cet écart donc, de victoire. Donc, il n'y avait pas un peu d'ambiguïté dans votre déclaration? Non, pas du tout. La difficulté, c'est que beaucoup n'ont lu que des phrases ou des paragraphes au lieu de lire le rapport. Ça, ce n'était pas une déclaration au sens de communiquer, mais c'était une déclaration préliminaire qui fait office d'un rapport préliminaire. Donc, à ce titre, il faut rappeler que la mission d'observation électorale, c'est comme ça que nous insistons sur la nuance dans la posture de l'Église. Lorsque l'Église se prononce comme mission d'observation électorale, il y a des exigences, que ce soit sur le plan langagier, que ce soit sur le plan conceptuel ou sur le plan technique. Nous avons un certain langage qui doit obéir à la fois aux normes universelles en la matière et même le cadre juridique interne. C'est comme ça que lorsqu'on se prononce en tant que mission d'observation électorale, vous ne pouvez jamais trouver là-dedans une conclusion, par exemple, qui apprécierait l'essence de dire les processus étaient crédibles ou non crédibles. Ce n'est pas à ce niveau-là. Ici, nous restons dans la constatation des faits sur la base des données collectées par les observateurs de terrain, remontées, analysées et traduites en information. Donc, c'est ça le rôle de la mission d'observation électorale. Alors, sur cette conclusion, voilà pourquoi lorsqu'on dit cela, et la phrase continue, on dit cependant, il y a des irrégularités. Parce que lorsqu'on fait l'analyse, on commence par le contexte, c'est pour montrer dans quel cadre, dans quelles conditions, quelles sont les réalités dans lesquelles le processus s'est passé. Et l'analyse du contexte nous permet de comprendre et de situer les niveaux de responsabilité de toutes les parties prenantes. Comme vous le savez, la CENI n'est pas la seule actrice du processus électoral. Il y a ce qu'on appelle les parties prenantes, notamment les gouvernements qui l'accompagnent dans les financements et la sécurisation. Il y a les partis politiques qui sont des acteurs en compétition et il y a la société civile qui observe. Les partis politiques sont à la fois acteurs, mais déploient aussi des témoins. Il y a la communauté internationale qui l'accompagne. Les contextes nous permettent de voir les enjeux géostratégiques, les enjeux géopolitiques et même le climat dans lequel tout se passe. Et c'est très important avant d'arriver à cette conclusion de la phrase. Deuxième élément, comme je l'ai dit,
L'analyse du cadre juridique nous permet aussi de scruter l'évolution du processus dans toutes les étapes qui posent les conditions de validité de chaque terme utilisé par la CENI elle-même. Donc, c'est là que nous posons aussi cette analyse juridique et puis, comme je l'ai dit, l'administration. Alors, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, alors surtout que c'était une déclaration préliminaire. Alors, qu'est-ce le sens de cette phrase? Cette phrase veut seulement dire, au-delà des faits constatés, où il peut y avoir des aspects positifs et négatifs, des irrégularités, mais notre mission d'observation a eu l'occasion de faire le comptage parallèle, ce qu'on appelle les PVD. Et c'est grâce aux PVD que nous pouvons voir la tendance ou les tendances dans les rendus des résultats à partir du bureau des votes. Les PVD ne vont pas analyser, par exemple, la fiabilité des résultats. Ce n'est pas son travail. Le PVD s'arrête à constater les résultats qui sortent des bureaux de vote. Alors, et c'est là qu'il faut faire toute la nuance. Quand on dit des irrégularités, par exemple, le fait que le bureau s'ouvre à 18 h au lieu de 6 h, ça rentre dans les irrégularités. Mais les résultats que nous prenons, qui ressortent du bureau, et c'est là que nous avons dit, à la lumière des résultats des bureaux de vote, il y a un candidat qui était en avance par rapport aux autres. Donc, ce n'était vraiment pas pour dire qui a gagné ou qui a perdu. Nous nous situons dans les contextes des processus qui étaient encore en cours parce que les documents n'avaient pas encore fini. Mais sur la base des éléments qui découlaient des bureaux de vote, parce que c'est un logiciel, le logiciel prend ces éléments sur base des affichages et des PV pour donner une estimation dans l'allure de l'ordre d'arrivée des candidats. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairage que vous nous donnez. Nous allons revenir à vous le temps de recevoir d'abord M. Benjamin Babunga qui va nous faire un peu quelques rappels historiques et puis alors nous allons revenir à vous, révérend Éric Senga. Alors maintenant, nous écoutons un peu M. Benjamin pour nous parler en fait des rappels historiques. Bonjour Padré et bonjour à tous ceux qui sont connectés à ce moment-ci. Donc, comme on a commencé la semaine dernière, l'idée pour moi, c'est qu'en 3 minutes, je puisse faire un résumé des principaux faits historiques en lien avec les dates que nous avons au courant de cette semaine. Alors, j'en ai retenu 3 essentiellement, notamment la date du 8 janvier, celle du 12 janvier et celle du 13 janvier. Et là, j'ai sélectionné quelques événements majeurs qui se sont déroulés au niveau de la RDC. Alors, d'abord, la première date, c'est le 8 janvier 1996, où à Kinshasa, il y avait eu un crash qui, jusqu'à ce jour, est considéré comme étant la pire catastrophe aérienne du continent africain, et cela lié au nombre des morts qui avaient été recensés. On estime que 237 personnes avaient péri au cours de ce crash qui avait eu lieu au niveau du marché communément appelé Tipka ou Zegida, où il y a un avion de Cibé Airlift qui quittait Kinshasa et qui a raté son décollage et qui a fini dans un marché qui est juste à côté de l'aéroport de Ndolo. Et on avait recensé, comme je l'ai dit, 237 morts. Et cela est considéré jusqu'à ce jour comme étant la pire catastrophe aérienne du continent africain parce que depuis lors, il n'y a jamais eu une catastrophe qui a pu avoir autant de victimes comme ça a été le cas avec ce crash du 8 janvier 1996. Le deuxième événement que j'ai aussi identifié, c'est la date du 12 janvier. Le 12 janvier 1972, c'est la création de l'Université nationale du Zaïre, qu'on appelait à l'époque l'INAZA. Alors, l'INAZA est née de la fusion des 3 principales universités du Zaïre à l'époque, notamment l'Université de Kinshasa, l'Université de Lubumbashi et l'Université de Kisangani.
Et c'est à ce moment-là que le président Mobutu va signer une ordonnance le 12 janvier 1972 qui va instituer la mise en place d'une université unique au niveau du Zaïre et qui portera le nom de l'Université nationale du Zaïre, UNAZA, avec notamment les trois principaux campus, celui de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani. La dernière date que j'ai aussi retenue, c'est la date du 13 janvier 1959. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de la date du 4 janvier 1959 où il y a eu des émeutes à Léopoldville et les émeutes qui ont eu lieu pendant environ 3 jours et qui ont conduit plus tard le roi Baudouin à pouvoir tenir un discours par lequel il confirmait qu'il allait accompagner le peuple congolais vers l'indépendance. Alors, suite à ces émeutes, il y a beaucoup de leaders congolais de l'époque, notamment des leaders du parti Abako, qui étaient à la base de ces émeutes, qui avaient été arrêtés. Et le 13 janvier 1959 a lieu le procès des responsables de l'Abako, avec comme Kassavubu, qui plus tard va d'ailleurs devenir le président du Congo. Alors, ils seront jugés et envoyés en prison. Et au même moment, l'Abako sera dissoute pour ne plus faire partie des partis politiques reconnus au niveau du Congo. Donc voilà, Padré, 3 événements essentiels qui cadrent avec les dates que nous avons au cours de cette semaine que j'ai pu sélectionner pour vous. Merci. Merci beaucoup Benjamin pour ces rappels historiques. Alors peut-être un petit commentaire de la part du révérend Eric à propos de ces rappels historiques avant de continuer sur notre sujet du jour. Non, mais c'est très riche parce que, écoutez, mon frère Benjamin nous aide finalement à comprendre que même quand nous parlons du processus électoral, nous l'avons toujours dit, il n'y a pas de construction d'un État sans l'histoire et la civilisation. Donc, il est aussi important de faire ces genres de rappels pour nous permettre de comprendre d'où nous venons et où nous allons et surtout saisir les virages importants de notre histoire. Je pense que la plus grande difficulté qui fait qu'aujourd'hui nous répétions les mêmes erreurs, c'est le fait aussi, comme le dit Raymond Aron, nous n'avons pas les goûts de l'histoire. Nous ne tirons pas des leçons du passé pour réinventer les possibilités d'un avenir meilleur. Donc, je pense que c'est très riche d'avoir ces rappels historiques et cela nous permet de comprendre, d'avoir comme une boussole, comme des repères par rapport à ce qui s'est passé, et voilà, pour inventer, comme je l'ai dit, notre avenir commun. Alors, depuis que la République démocratique du Congo est en train de vivre, disons, les élections, on peut commencer par les élections de 2006, et les élections de 2011, de 2018, maintenant 2023. Une certaine opinion, hein, surtout, disons, les gens qui soutiennent, disons, le parti au pouvoir, pas seulement actuellement, trouvent toujours que la CENCO et l'SCC, donc leur mission d'observation, disons, va un peu à contre-pied toujours de la CENI. Qu'en dites-vous, disons, de ces affirmations, disons, révérend Eric Senga? C'est vrai que c'est très délicat comme Église. Vous savez, dans l'imaginaire collectif, les rôles que d'aucuns attribuent à l'Église se limitent, en tout cas pour la plupart des cas, à proclamer l'Évangile. Déjà, le fait que dans notre imaginaire collectif, on n'a pas encore conçu et intégré le sens du rôle prophétique de l'Église, et cela pose beaucoup de problèmes. Et parfois, quand nous discutons avec même des officiels, c'est pas seulement comme vous l'avez dit maintenant, depuis les temps, vous avez même des difficultés, vous percevez des difficultés dans la manière de concevoir le rôle de l'Église à partir des officiels. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que les contextes aussi varient. Les contextes n'est pas le même. Souvent, c'est dicté par les enjeux géopolitiques et les enjeux géostratégiques. Si je prends par exemple les cas de 2018, nous avons tous vu
une sorte d'engagement national et international qui insistait sur l'alternance. Et je pense que les anciens dirigeants avaient compris la détermination qu'il y avait pour qu'on en arrive là. Mais ce qui est aussi le troisième aspect difficile à accepter, c'est que les églises se trouvent par moments comme les dernières instances dans notre système sociopolitique, en mesure de dire oui où il faut les dire et non là où il faut les dire. Vous savez, aujourd'hui, si nous sommes arrivés à avoir une CENI, c'est parce que le pacte républicain issu du dialogue intercongolais à Santiti, duquel dialogue découle l'ordre constitutionnel actuel, avait fait à ce que des institutions d'appui à la démocratie viennent appuyer les institutions étatiques. Et quand on en arrive à l'analyse des fonds, on constate que c'était une question de confiance entre acteurs politiques. Et ce qui fait que même notre constitution actuelle soit une constitution de compromis. Donc, il est difficile de vouloir accepter le pacte républicain ou l'ordre constitutionnel actuel et en même temps récuser le rôle des institutions citoyennes incarnées par la CENI d'une part, et puis les questions des droits de l'homme de l'autre, ainsi que l'audiovisuel, pour rajouter, mais aussi rappeler que les confessions religieuses, ainsi que les corps de la société civile, interviennent dans la mise en place des animateurs de ces institutions. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'il faudrait arriver à ces interactions conceptuelles pour que notre système politique respire et trouve des équilibres. Malheureusement, et très souvent, c'est lorsqu'il y a une sorte de contrôle du pouvoir politique ou même des manipulations politiciennes, ce qui fait qu'on en arrive à des confrontations, alors qu'en réalité, notre rôle d'observateur ne devrait pas avoir comme postulat la confrontation avec la CENI ou alors le scepticisme vis-à-vis des régimes politiques en place. Notre rôle devrait être celui des contributions au renforcement et à la maturation de la démocratie. Voilà pourquoi on parle des institutions d'appui à la démocratie. Donc, il y a toutes ces interactions. Je sais que c'est très passionnant pour nous intellectuels et pour nous églises, mais je crois qu'il y a trois dimensions importantes à intégrer dans ce travail: la construction de la citoyenneté, le renforcement des mécanismes de la démocratie et l'autonomisation de la justice. Si nous arrivons à résoudre ces trois postulats, je pense que ça peut beaucoup aider à faire avancer la conception du rôle de l'Église en tant que mission d'observation électorale lorsqu'elle déploie sa mission d'observation, elle déploie celle-ci. Alors, lors de votre rapport préliminaire, vous aviez aussi déjà souligné les dysfonctionnements lors des élections. Et plus le jour passe, plus on découvre quand même qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et vous avez, dans votre rapport préliminaire, parlé, disons, même d'irrégularités juridiques, évidemment. Et pas seulement, vous avez aussi parlé d'autres aspects qui n'ont pas marché dans beaucoup de bureaux de vote et à différents niveaux, pas seulement au niveau de la CENI centrale. Et puis, il y a évidemment des cas de fraude qui ont été dénoncés, le cas de bourrage des urnes. Est-ce qu'il y aura-t-il un autre rapport, puisque ça, ce n'était que le rapport préliminaire? Vous ferez encore un autre rapport. Et qu'est-ce que vous pensez aussi de tout ce qui sort chaque jour avec des preuves à l'appui, disons, des vidéos, des images qui prouvent qu'il y a encore beaucoup d'irrégularités, beaucoup de fraudes, beaucoup de bourrages d'urnes? Est-ce que vous ferez encore un autre rapport à ces propos? Même si on peut, vous direz aussi un mot sur ça, on peut louer ce que la CENI a fait, qu'il a, disons, 84 candidats de différents niveaux qui se sont fait remarquer par des fraudes, par des abus de toutes sortes en rapport avec les élections. Oui, disons que nous devons publier les rapports définitifs. Mais une parenthèse, peut-être que vous l'avez déjà appris, sinon je vous l'apprends. La Cour constitutionnelle vient de rendre son arrêt
qui confirme les résultats de la CENI. Donc ça, c'est la dernière information qui nous tombe il y a presque 30 minutes déjà. Donc, on attendait aussi les rendus de la Cour. Bon, là, éventuellement, les équipes vont se réunir pour les rapports finaux. Parce que les rapports finaux prennent justement la partie des traitements des contentieux. Et là, c'est la présidentielle. Il y a aussi les législatives nationales et provinciales. Donc, on va attendre cela. Mais je crois qu'il y aura un rapport définitif. Oui, nous apprécions aussi le travail des... C'est que les pas franchis par la CENI, tout en rappelant que c'est rentrer dans les recommandations de père de l'Église. Parce qu'il vous souviendra qu'il a été dit à la deuxième déclaration conjointe que la CENI devrait faire la lumière de tout le cas des irrégularités. Et bon, c'est déjà un pas, peut-être qu'il n'est pas encore clôturé parce qu'il y a une action pénale qui est aussi enclenchée. Je crois que vous avez suivi la déchéance du gouverneur de la ville de Kinshasa, pour ne pas les citer, au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et donc, nous aurons d'autres cas à suivre. Il y a déjà 82. En principe, selon les dernières informations, une autre liste devrait être publiée. Donc, ça, c'est quand même des innovations que nous encourageons de voir que la CENI a fait un pas en dénonçant et en invalidant. Bon, c'est vrai qu'il y a toute la question du droit des dents sur la qualité de la CENI ou la compétence de valider ou d'invalider. Est-ce que c'est la CENI ou c'est la Cour constitutionnelle? C'est un autre débat. Mais sur le plan administratif et à la limite des compétences de la CENI, le fait même de déclarer, d'invalider des candidats, peut-être qu'il y aura une autre action judiciaire qui sera portée à ce niveau-là. Voilà. Alors, nous allons faire encore une petite pause et nous allons écouter maintenant, il y a dans le dialogue avec, il y a beaucoup de rubriques. Nous allons écouter maintenant Maître Prosper Tetika, qui est un avocat évidemment. Il va nous parler un peu aujourd'hui dans le cadre de la rubrique juridique. Il va nous apporter quelque chose pour peut-être information ou formation, comme on peut dire. On écoute maintenant Maître Prosper Tetika. Merci Padre, bonsoir et bonsoir au révérend Eric Senga, bonsoir à tous les spectateurs et auditeurs. Et merci Padre pour cette opportunité de m'accorder la parole à l'occasion de... J'en profite pour rapidement présenter mes meilleurs voeux à l'ensemble des personnes qui nous suivent. Alors, pour rester dans le terme de l'actualité, nous sommes en plein processus électoral et l'une des étapes importantes de ce processus électoral est le contentieux électoral. Pas le contentieux des candidatures qui est passé à l'ouverture du processus, mais plutôt le contentieux des résultats. C'est pourquoi nous, cabinet Ntetika, société civile professionnelle, qui existons avocats depuis 2003, et comme aussi centre de formation depuis 2013, donc ça fait 10 ans que nous sommes régulièrement, nous donnons un rendez-vous régulier chaque année aux professionnels de droit comme d'autres disciplines sur des thématiques de formation dans des thèmes de droit. Nous le faisons souvent en droit au Wadaï, droit des affaires. Nous l'avons démarré l'année passée en droit du public, que c'était un sujet aussi important. Et cette année, c'était une touche particulière parce que nous avons tenu le 5 de ce mois une session de formation sur le contentieux électoral. Et donc, ça tombait un peu dans l'ordre du temps parce que nous avons tenu notre session de formation la journée du 5 et dans la soirée, il y a eu cette première décision de la CENI qui aujourd'hui est encore d'actualité. Donc, cette séance de formation avait deux thèmes. Premièrement, il s'agissait de pouvoir présenter le cadre juridique et juridictionnel du contentieux électoral. Pourquoi c'est important de le rappeler? Parce que nous avons eu 4 scrutins présidentiels, législatives nationales, législatives provinciales et les scrutins des conseillers communaux, ce qui est une première dans l'ordre des cycles électoraux
que nous avons organisé depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et donc, il y a un impact dans le cadre du contentieux résultat. Dès ce qu'il est de connaître les règles qui s'appliquent, quelles sont les lois qui s'appliquent, les missions, les compétences des différents intervenants du processus, quelles sont les missions de la CENI, quelles sont les missions de différentes juridictions, et même là, lorsqu'il faut contester les résultats, quelles sont les juridictions compétentes habilitées à connaître du contentieux des résultats en matière par rapport au scrutin. Nous connaissons que c'est la Cour constitutionnelle pour le scrutin présidentiel. Nous connaissons que c'est telle juridiction pour les législatives nationales et provinciales. C'est également important de révéler aussi la juridiction compétente à connaître, par exemple, du contentieux des conseillers communaux, parce qu'eux aussi, à leur niveau, seront, lorsque les résultats seront publiés, confrontés au contentieux électoral, en l'occurrence, les contentieux des résultats. Et la deuxième thématique qui a occupé cette formation, c'est le lien entre, d'une part, les droits du numérique et le processus électoral. On a vu, par exemple, à travers ce thème, que le digital, qui aujourd'hui est devenu le moyen de communication imbattable à travers le monde, la preuve, nous nous réunissons de Rome à Kinshasa en passant par notre, qui a parlé tout à l'heure à partir de la Belgique, par les canaux des technologies de l'information. Et donc, on a vu que de plus en plus, et donc depuis 2006, le digital, le numérique est aussi entré dans le processus électoral. Et donc, cette thématique qu'on a relevé, les changements qu'il y a eu, les modifications, la progression de la loi électorale et la prise en compte des éléments du droit du numérique, des éléments du numérique électronique dans le processus électoral, mais également de relever les incidences que peuvent avoir tous les champs du en l'occurrence les écrits électroniques, la preuve électronique, sur les contentieux des résultats. Parce que ce qu'il faut peut-être dire, c'est que nous pouvons avoir dans le cadre de la suite des opérations électorales, d'une part le contentieux du processus électoral, s'il y arrive à avoir des éléments qui font que le processus peut être critiqué par rapport à sa régularité, mais également, d'autre part, le contentieux des résultats. Et donc, dans tous les cas, l'élément électronique, l'élément numérique est présent. Dans notre pays aujourd'hui, et c'est là depuis l'année passée, mars 2023, nous avons un texte, le Code du numérique, qui consacre la validité juridique et de l'écrit électronique. Donc, l'enjeu était de concilier les éléments du droit du numérique par rapport au contentieux électoral. Et donc, c'est une session de formation qui a connu la participation de beaucoup de professionnels, beaucoup d'avocats, mais également des magistrats, tant du siège que du parquet. Nous avons également eu des curieux, donc des gens qui ne relevaient pas du tout du domaine juridique et judiciaire, mais nous avons également eu certains acteurs politiques qui sont acteurs du contentieux électoral et même des étudiants qui se sont joints à nous parce que cette question, non seulement qu'elle est d'actualité, mais malheureusement n'avait jusqu'ici été abordée que dans des sphères parfois restreintes. Et donc, l'ambition du cabinet, c'est de faire en sorte que ce genre de questions soient aussi connues du grand public, parce qu'il est important de diffuser le droit, mais également de faire connaître aux uns et aux autres comment se positionnent les règles juridiques actuellement en matière d'élection, par exemple, mais principalement sur la question des contentieux des résultats, parce que c'est comme suite du processus électoral que connaît notre pays en ce moment. Merci beaucoup, Maître Prosper Tetika, pour cette contribution. Je ne sais pas si le révérend Eric Senga a un petit commentaire à propos de ce que vous avez entendu de cette formation donnée par Maître Prosper Tetika. Non, c'est très intéressant. Merci à Maître Prosper pour cette lecture. Surtout, je retiens la question de traitement des contentieux au niveau des élections locales. Ça, c'est une première parce qu'il faut avouer que parmi les innovations de l'actuel processus électoral, c'est d'avoir organisé aussi les scrutins au niveau local. Bon, on n'y est pas encore, on verra. Mais aussi, je pense qu'il faut que les cabinets se préparent parce que
voir l'allure des choses. Je crois que, Padre, vous avez fait allusion aux invalidations. Et là, il y a déjà les traitements des contentieux. J'observe et j'ai l'impression que les volumes risquent d'être très élevés à chaque niveau des contentieux, surtout avec les invalidations ou les annulations, carrément, dans certaines circonscriptions ou provinces. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. C'est vrai que la Cour constitutionnelle ayant rendu son arrêt sur la présidentielle, à ce moment-là, on a vidé le débat sur les contentieux, mais au niveau des législatives, nationales, provinciales et même locales, je crois que le cabinet aura un grand travail à faire. Je rappelle qu'en 2018, nous avions eu près de 1000 contentieux au niveau législatif. Donc, peut-être que maintenant, ça sera au-delà, parce qu'on a 100 000 candidatures pour ce processus et près de 23 000 au niveau législatif national. Donc, voilà, c'est les petits commentaires, mais c'est très riche, et surtout le lien qu'ils ont établi entre les numériques et les processus électoraux, parce qu'aujourd'hui, l'utilisation des dispositifs électroniques, à mon sens, devrait revenir en débat profond, parce que vous savez qu'en France, c'est depuis 1968-1969 que ces débats sur la machine à voter a eu lieu, et les parlements avaient eu des discussions très poussées entre la Chambre basse et la Chambre haute sur l'utilisation de la machine à voter. C'est vrai que nous sommes encore une jeune démocratie, mais toute la question aujourd'hui sur, par exemple, la fraude. Est-ce que la machine à voter demeure une solution pour renforcer la démocratie et améliorer le système électoral, ou elle devient de plus en plus un problème? Donc, sur la question du numérique, je crois que je donne une autre matière au cabinet de réfléchir, parce que nous aurons besoin de réformes de notre système électoral, et ça peut être une question intéressante lors du débat des réformes sur l'utilisation des numériques en tant que tel, et spécifiquement la machine à voter. Alors, révérend Eric Senga, quand on prend les recommandations disons carrément, la recommandation de la CENCO et de l'ECC, il y en avait beaucoup. Hein. Moi, je peux dire quand même que la CENI vous écoute et a essayé de satisfaire à certaines de vos exigences, notamment la publication des résultats bureau par bureau. Est-ce que c'est suffisant, c'est insuffisant, ou il y a encore d'autres choses à faire? Non, je ne sais pas encore tout, parce que les équipes travaillent là-dessus, tout en rappelant et en insistant que les scrutins sont combinés. Mais il y a déjà eu publication bureau par bureau sur les sites. Et là, les techniciens sont en train d'analyser les dossiers, mais encore une fois, je rappelle que la Cour constitutionnelle vient déjà de rendre son arrêt, mais cela n'influence pas notre rapport définitif, parce qu'au-delà de ça, nous aurons un rapport définitif à donner. Donc, il y a quelques recommandations qui sont déjà observées, exécutées, d'autres sont encore en cours. Donc, nous attendons et nous maintenons les dialogues avec les institutions habilitées. Alors, une petite pause et puis nous allons reprendre. Alors, nous allons maintenant chercher un peu à voir les nouvelles d'ici et là. Et nous allons nous rendre maintenant, avant de revenir à vous encore une fois, révérend Eric Senga, nous allons nous rendre cette fois-ci en Espagne pour avoir un peu quelques nouvelles. Et puis alors, nous allons reprendre notre discussion et avec notre correspondant là-bas, M. Yves Cacha. Oui, bonsoir Père. Comme on dit ici en Espagne, buenas noches. À tous les auditeurs et à tous les intervenants. Ici, l'actualité est beaucoup plus marquée par la vague polaire qui est en train de s'abattre sur toute la péninsule ibérique. Et dans ce cadre-là, on a une forte mobilisation des engins sur les autoroutes, dans les aéroports. On est en train de saler les voies pour justement essayer de contenir le gel et la neige qui est attendue à partir de 100 mètres d'altitude
Donc, c'est vraiment la fièvre ici. Et parlant du mauvais temps, il faut aussi signaler que nous avons remarqué depuis un certain temps une certaine saturation des hôpitaux avec des cas de maladies respiratoires, raison pour laquelle le ministère de la Santé a demandé aux gens qui présentent des symptômes de maladies respiratoires de se donner des congés, disons, une espèce de congé professionnel de 3 jours pour ne pas se rendre au travail, pour justement essayer de décongestionner les hôpitaux. Et autre chose aussi, on a demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants qui présentent des signes de problèmes respiratoires. L'actualité politique en Espagne est marquée par la situation des premiers décrets de loi que devait sortir le gouvernement qui a été institué à partir du mois de novembre. Malheureusement, politique jouant, les Catalans, les indépendantistes catalans de Junts sont en train de faire voler en éclats les aspirations du gouvernement de Pedro Sánchez à émettre ces décrets-là. Et donc, ils sont dans des négociations qui sont très âpres pour le moment. L'actualité aussi est marquée par une pollution sur les plages en Galicie et dans la région cantabrique, celle qu'on appelle les Asturies. On a remarqué depuis le 18 décembre une accumulation de pellets. Les pellets, ce sont des petits combustibles que l'on met dans les chaudières pour le chauffage des maisons. Et c'est une pollution qui est assez conséquente actuellement et les sapeurs-pompiers, protection civile et voire même l'armée sont en train d'être mobilisés pour essayer de contenir cette situation. Dans le cas, ici on est en Espagne, l'Espagne c'est le pays du sport. L'actualité est marquée par la blessure de Rafael Nadal qui ne va pas se présenter à l'Open d'Australie. Il a des problèmes musculaires. Il faut aussi dire que le champion espagnol d'automobile, Carlos Sainz, est en train de se comporter formidablement bien à son âge dans le rallye Dakar. Et finalement, on est en Espagne, on doit parler football. Ça va pour vous, Padre. Le Real Madrid est en train de se mobiliser pour l'achat de Davis du Bayern Munich. Et le Barça est en train de savourer la venue de son nouveau numéro 9, Victor Roque. Voilà un peu, c'était ça les nouvelles qu'il y a ici en Espagne pour le moment. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup pour ces nouvelles. Peut-être juste une petite question au révérend Eric. Révérend Eric, vous êtes aussi fan de football? J'ai beaucoup joué d'ailleurs quand j'étais un peu plus jeune que maintenant au football, donc je suis très fan et j'aime bien les Real. Alors, merci. Alors, nous sommes disons, fanatiques. Il y a un peu de commentaires, mais nous allons passer à une autre question. Alors, révérend Eric Senga, lors des élections passées, donc de 2018, la mission d'observation électorale SENCO et SCC parlait de détenir les vrais résultats. Et jusqu'à présent, ces résultats n'ont jamais été publiés. Et je me rappelle encore en 2011, la fameuse phrase du cardinal Mosengo qui disait que ces résultats ne reflétaient ni la vérité ni la justice. Est-ce que cette fois-ci, pour les élections de 2023, vous allez vous en tenir à votre réserve ou vous allez quand même aussi à un certain moment donner les résultats de votre observation? Bien.
Avant de revenir à votre question, je veux faire un petit commentaire en 1 minute sur l'actualité en Espagne, en rapport avec notre situation. Sur le plan de l'environnement, il y a aussi un souci ici au Congo, que ce soit à Kinshasa comme à Brazzaville, avec les débordements du niveau d'eau au niveau du fleuve. Et des quartiers tels que Kingaboua aujourd'hui sont en train de connaître ces débordements dans plusieurs situations, dans certains quartiers comme à Barumbo également. Donc, je voulais juste faire le lien avec la situation. Bon, c'est vrai que là-bas, nous parlons de neige, ici, c'est des débordements. Il y a aussi l'épidémie de la conjonctivite au niveau des enfants, qu'on appelle régulièrement ici Apollo, qui dérange énormément. Et certaines écoles ont demandé à la rentrée des classes aux parents de ne pas envoyer les enfants compte tenu de cette situation. Alors, revenons maintenant à votre préoccupation. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel beaucoup attendaient ou continuent à attendre, donc la publication des résultats, mais il y a 2 précisions à faire. La première, c'est qu'une mission d'observation électorale n'est pas habilitée, sur pied des dispositions de la loi électorale, de publier les résultats avant la CENI. Donc ça, c'est de cette façon qu'on ne peut pas publier ou on ne devait pas publier. Mais après la CENI, vous pouvez le faire? Et voilà, c'est là que j'en venais. Après la CENI, je pense que comme une mission, parce que ça devient aussi à la fois source d'information où les gens peuvent, parce qu'il y a une dimension scientifique au travail que nous faisons, les chercheurs et même certains contentieux peuvent s'en servir. La difficulté particulière sur laquelle nous sommes en train de formuler des recommandations à la CENI, ça a été dit dans la deuxième déclaration, c'est le fait que quelques irrégularités ont été constatées, notamment en termes de la prolongation du délai des opérations de vote. L'article 52 de la loi veut à ce que les votes se passent en un seul jour dans une plage de temps, donc de 6h à 17h. Et que ça soit aussi, je crois, la même loi, et que ça soit aussi le dimanche ou un jour férié. Exactement. Donc, ce sont les 2 incises parce que c'est un peu comme, parce qu'on a parlé du football, à la quart de finale de la Champions League, on veut que tous les matchs se jouent au même moment. C'est pour éviter l'influence d'un score sur l'autre. Donc, c'est comme ça que c'est le même principe du législateur. Ça n'a pas été fait et nous avions demandé à la CENI de clarifier. Il y a aussi la question de tout ce qui est aujourd'hui dénoncé comme les actes de fraude ou de détention illégale des machines à voter. Et troisièmement, il y a la question de l'article 71 si on veut bien, où il est demandé de compiler les résultats issus des bureaux de vote au niveau des centres locaux de compilation. Donc, ce sont là les difficultés qui font à ce qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas encore en mesure de publier les résultats finaux si nous n'avons pas vidé ces préoccupations ou ces préalables avec la CENI. Donc voilà un peu, mais peut-être qu'on va voir comment les choses vont évoluer, comme je l'ai signalé, avec la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Certainement, demain, nous allons nous réunir en urgence pour voir quelle orientation prendre. Donc ici, je ne peux pas engager la mission, la MOE PCC-SENCO, à ce titre parce qu'on n'a pas encore statué quant à ça. Alors, révérend Eric Senga, nous sommes déjà à la 4e édition, hein, si on peut dire, des élections. 2006, 2011, 2018, 2023. Est-ce que, disons, comment voyez-vous l'avenir des élections en République démocratique du Congo? Quel est votre point de vue pour le futur? Je crois l'avoir dit en passant, en stigmatisant sur les 3 postulats. De manière globale, je pense que nous devons beaucoup repenser sur la responsabilité citoyenne dans la question électorale. C'est vrai que nous décrions souvent la tricherie, nous dénonçons les fraudes électorales ou la fraude électorale, mais nous omettons la responsabilité des citoyens qui commence en amont par l'engagement de se faire enrôler ou de se faire identifier en tant qu'électeur. On a vu beaucoup de Congolais
n'est pas s'intéresser, par exemple, lors des opérations d'enrôlement. Pas seulement à Kinshasa, pas seulement au pays, mais on l'a vécu, même au niveau de la diaspora. J'ai moi-même eu l'occasion d'observer ces opérations, si bien en Europe qu'aux États-Unis. J'ai constaté que beaucoup de Congolais ne s'étaient pas suffisamment enrôlés. Mais nous les voyons parfois faire des marches, dénoncer, ce n'est pas mauvais. Mais lorsqu'on souscrit pour une démarche démocratique qu'est les élections, il faut que nous soyons responsables sur toute la ligne. La deuxième responsabilité citoyenne, c'est aussi suivre les débats sur les réformes du système électoral. On se rend compte que même l'intellectuel congolais ne s'intéresse pas assez sur toutes les questions relatives au processus électoral, spécifiquement sur le cadre juridique des élections. Et c'est souvent vers la fin que les gens s'intéressent au processus électoral, alors qu'un processus électoral commence immédiatement à la clôture du précédent, tel que le cas qui est là. Et aussitôt que nous allons clôturer les processus, sitôt nous allons commencer avec l'analyse sur les réformes. Donc, les dernières responsabilités citoyennes, nous l'avons aussi senti, les citoyens ne sont pas trop exigeants vis-à-vis des politiques en matière de contrats sociaux. Nous déplorons que jusqu'à ce jour, nous ayons encore des votes ou des élections sociologiques. Les gens n'exigent par exemple pas assez des débats de fond au niveau des candidats. Et déjà, quand nous voyons comment nos partis politiques se forment, ce n'est pas sur des bases idéologiques, c'est des partis parfois à la base des frustrations, à base des échecs des contrats, des collaborations entre telle famille politique et telle autre. On ne sait pas à proprement parler qui est libéral, qui est démocrate, qui est républicain. On n'a pas encore atteint cette maturité d'asseoir nos options politiques sur des idéologies bien alignées. C'est vrai qu'il y a tout un débat là-dessus où certains pensent que nous ne devons pas faire le mimétisme occidental du système politique qui est le leur. J'en conviens. Mais en même temps, nous devrions penser les Congos à partir de nos propres réalités pluralistes du reste, mais surtout à dégager nos véritables options politiques. Donc, je pense qu'il y a un grand travail de penser les Congos avec les citoyens. La deuxième responsabilité que nous tirons de ces expériences des 4 cycles électoraux, c'est des mécanismes démocratiques. On n'a pas assez mis en place d'autres mécanismes hors les mécanismes politiques. Par exemple, comment ça s'appelle les espaces publics d'échange. Vous pouvez arriver, par exemple, dans les milieux universitaires où les étudiants, par exemple, ne s'intéressent pas souvent et assez au débat sur la loi des filles, sur les questions. Comment vous allez désigner, élire vos députés si le véritable débat à la base n'est pas enrichi pour orienter l'engagement collectif? Et donc, ce qui fait que nous oublions que les élections ne sont pas que la présidentielle, il y a les législatives, nationales, provinciales, et maintenant qu'on en a au niveau local, la question de la démocratie participative au niveau de la base. Donc, le mécanisme démocratique se confond souvent avec des interactions politiciennes, au point que même quand nous faisons des réflexions constructives en tant qu'Église, très vite on va vous ficher comme les ennemis du pouvoir, parce qu'on n'a pas développé le mécanisme de ce qu'on appelle contrôle institutionnel et extra-juridictionnel. Source du pouvoir, peut assumer son rôle de mécanisme du contrôle du jeu. La dernière faiblesse, c'est la faiblesse au niveau de la justice. La justice, que ce soit la justice classique ou la justice électorale, on a la nationale d'indemnité et puis la justice avec les autres. Nous avons toujours cette faiblesse, même dans le traitement des contentieux. Vous verrez par exemple les juges constitutionnels se rabattre sur des questions d'administration de preuves en droit, mais sur des questions du droit public telles que le droit électoral, il y a la théorie de l'obligation de la preuve exigée par les juges, qui est les juges de dépasser
tout ce qui peut avoir comme opinion majoritaire ou le strict considération à l'être. Mais sa responsabilité, c'est d'appeler le fond des institutions. Donc, parfois, nous sentons dans le traitement des contentieux les raisonnements juridiques développés par des juridictions, notamment la plus haute. Je n'analyse pas encore les cas parce que c'est maintenant par exemple, les arrêts rendus antérieurement. Il y a toujours cette baisse. La justice constitutionnelle, elle a plutôt un rôle politique et de la vie qui repose sur à la fois la morale et la norme juridique. Mais parfois, on sent qu'il s'agit orienté vers un objectif beaucoup plus politique. Je crois que pour notre démocratique, nous n'avons pas assez de jurisprudence s'imposer droit comparé ou les autres peu ce qui est du droit étant une jurisprudence beaucoup plus enrichie dans la sphère juridique. De réfléchir des émissions sur l'éducation civique. Je parlais de la société individuelle et économique. Je parlais de mécanisme démocratique. C'est de toutes les représentants officiels de l'indépendance de la justice qui devrait être une réponse appropriée à notre construction de la démocratie. Alors, merci beaucoup. Avant de vous donner le dernier mot, peut-être M. Yves Kacha qui est là vous a aussi suivi depuis le début. Peut-être je ne sais pas s'il peut avoir juste une question, hein, puisque là, nous allons terminer dans 3 minutes. Est-ce que M. Yves Kacha, vous auriez une question à poser au révérend Eric Senga? Oui, Père. Il y a plusieurs questions qui me démangent. Je vous accorde seulement une seule question. Il y a plusieurs. Mais bon, moi au fait, j'ai la chance d'avoir vécu ici en Espagne, qui est un pays où il y a plusieurs nationalités dans une même nation. Et à plusieurs reprises, quand je compare ce qui se passe dans ce pays et la réalité de la RDC, je me dis que nous devrions essayer d'éviter les mêmes erreurs que ces gens ont commis, puisque l'Espagne est démocratique depuis 1975, à la mort de Franco, et nous retombons toujours dans les mêmes erreurs. Prenons par exemple la situation des bourrages des urnes. Dans les élections de 1979, ici, on a eu le même problème. Le clivage politique selon les origines. Ici, l'une des raisons fondamentales, prenons par exemple aujourd'hui, on a des difficultés à sortir des décrets-lois, tout simplement parce que les alliances qui sous-tendent le gouvernement en place ne sont pas capables de converger vers une position nationale, mais beaucoup plus vers des questions d'ordre régional, si pas clanique même. Parce que quand vous regardez Jones, c'est vraiment la même chose. Et moi, ce que je voulais demander au pasteur, c'est ne pensez-vous pas que les églises, je dis catholiques et protestantes, devraient essayer de pousser vers la révision de la Constitution et de la loi électorale pour justement essayer d'éviter toutes les bévues que nous sommes en train de constater depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Merci, Père. Voilà, je crois que le révérend Eric Senga vous a suivi, hein, il va vous répondre directement. Oui, donc vous avez raison. Peut-être qu'il faut signaler, dans un mal, on peut trouver un bien. Le bien qu'il y a dans ce processus, il nous a quand même aidé à aborder des questions telles que vous le soulevez. Les questions relatives à l'identité, les questions identitaires. Vous avez suivi, même au niveau du traitement, je crois, Maître Prosper l'a dit, au niveau du traitement des contentieux des candidatures, il y a eu toute cette question, la question des pères et des mères, qui est congolais, qui ne l'est pas, et on a suivi comment c'est allé dans tous les sens. Mais en même temps, cette question, c'est un carnet
dans les conflits ou les tensions communautaires que nous observons aujourd'hui. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez du côté du sud du pays, les grands Katanga, et les fortes tensions entre la communauté katangaise et la communauté kassaïenne, quand vous remontez du côté de Chopo, nous avons aussi ces genres de difficultés. Vous allez dans le Grand Bandundu, notamment à Kwamouth, nous avons aujourd'hui toute cette zone qui est aussi en proie sur des questions identitaires. Donc, c'est des menaces sérieuses sur le mythe fondateur de notre nation, pour une nation à paradigme pluriel comme la nôtre. Et vous faites bien les liens avec l'Espagne qui est presque dans la même situation. Donc, si nous ne prenons pas garde et nous ne gérons pas bien cette question des crises identitaires, des refus identitaires ou des replis identitaires, nous aurons des difficultés pour notre vivre ensemble dans les années à venir. La deuxième chose auquel vous faites allusion, c'est qu'on a toujours des processus interrompus dans le sens des processus de réforme. Nous avions commencé un processus de réforme au terme des élections antérieures, par exemple. Je prends les cas de la représentation. Nous, comme société civile, les églises en tête, avions produit un référentiel. Je prends juste un exemple. Sur cette question des représentations à plusieurs niveaux, presque tous les camps politiques, majorité comme opposition, ne se sont pas battus pour faire passer cette disposition de réforme où on exigerait, si quelqu'un est candidat à la présidentielle, qu'il ne reste que là. On ne peut pas être à la fois candidat président, député national, député provincial. Donc, vous voyez, on a constaté, et les opposants, et ceux qui sont au pouvoir, en tout cas dans une intelligence collective, ils se sont organisés pour ne pas faire passer cette disposition. Vous voyez des choses comme ça. Donc, c'est pour dire que ce processus doit nous aider à tirer de vraies leçons. Parce que les dangers qui restent là, en tout cas les défis qui sont devant nous, c'est de comment nous allons gérer après ces processus. Je rappelle ici que nous avons aujourd'hui un pôle militaire qui se développe du côté des Rutshuru. Hier, c'était les M23. Aujourd'hui, l'ancien président de la CENI s'est affiché visiblement. Et même la substance des revendications a changé. Aujourd'hui, il ne parle plus des réclamations de terres de communauté. Maintenant, c'est le débat sur la légitimité des institutions. Donc, il doit être très attentif à cela. À l'interne, il y a un autre pôle politique qui avait refusé de participer au processus actuel. Je parle du camp Kabila, et qui, pour lui, tout était à refuser. Maintenant, avec la frustration que nous allons enregistrer, et de la part des opposants qui n'ont pas obtenu gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle, et aussi au niveau législatif, où nous avons ceux de la majorité en place qui sont frustrés par des invalidations. Donc, imaginez-vous les décors des contestations que nous allons avoir. Et nous, comme Église, nous prenons vraiment la mesure de la chose et nous pensons que c'est très délicat pour les 5 prochaines années. Sinon, le régime risque de passer tout le temps à protéger les pouvoirs au lieu de gouverner. Et nous risquons d'avoir la tension, la grogne. Et si nous ne gérons pas bien, en tout cas la situation, nous risquons d'avoir des sérieuses menaces sur l'unité de notre pays. Donc voilà pourquoi je remercie cette émission. Peut-être que ce serait les mots de la fin, si vous voulez bien, parce que j'ai des réunions qui m'attendent tout de suite là, parce qu'on vient de publier au niveau de la Cour constitutionnelle. Oui, justement, si vous pouvez déjà dire un mot de la fin, comme ça nous allons clôturer aussi. Voilà, donc c'est pour dire, moi je remercie beaucoup l'initiative des padres, avec qui on a eu beaucoup d'émissions dans un autre cadre. Aujourd'hui, nous saluons cette initiative de dialogue. Nous serons toujours disponibles. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que les compatriotes, surtout ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent, qui devraient poser, mais nous allons garder contact. Comme j'ai dit, je nous laisse un peu ces défis collectifs, la question de la citoyenneté, la question de mécanismes démocratiques, mais aussi la question des justices. Je crois que si nous abordons ces questions, pas seulement aux échéances électorales, mais bien avant, et dans un contexte où il n'y a pas un intérêt majeur et orienté, je crois qu'on aura moins de soupçons et nous pouvons beaucoup contribuer pour aider notre pays. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend Eric Senga, pour votre disponibilité. Et je crois que ceux qui nous ont suivis ont pu trouver satisfaction avec vos réponses. Et j'apprécie beaucoup votre disponibilité aussi à répondre toujours à mes invitations.
Je crois que ce n'est pas la dernière fois puisque le processus électoral est encore en marche et on va voir jusqu'à la fin. Et puis, comme vous avez dit aussi, il y a encore la déclaration ou le rapport final de la mission d'observation SENCO et SCC. Nous aurons encore l'occasion de vous inviter. Je crois que vous viendrez encore sur ce plateau, puisque nous avons cette opportunité de vous donner aussi la parole et d'être écoutés à travers les réseaux sociaux au monde entier. Je remercie en tout cas M. Benjamin Babunga pour le rappel historique. Je remercie aussi Maître Tetika pour l'aspect juridique qu'il nous a apporté aujourd'hui. Un grand merci à M. Yves Kacha depuis l'Espagne. Je n'oublierai pas de remercier notre infographe, donc notre graphiste Abou depuis l'Afrique du Sud qui nous aide toujours à faire des graphiques. Vous allez retrouver cette émission sur YouTube. Et puis, demain, nous allons la repasser, demain, mercredi. Et puis, nous nous donnons rendez-vous le vendredi prochain encore à 19h30, comme d'habitude, pour une autre édition du Dialogue avec. Encore une fois, grand merci, révérend Eric Senga. Merci à vous, merci à tous nos compatriotes.